S'il existe une diversité bien vivante dans le grand ensemble des cultures du monde, c'est bien celle de ces musiques que l'on qualifie de traditionnelles. Mais derrière cette appellation, aux contours imprécis, se dissimule un tout autre univers, celui de la communication. Certes, communiquer ne se limite pas à la seule dimension sonore, mais c'est probablement à travers elle que s'est manifestée la plus grande inventivité. La grande histoire de la communication humaine débute dans les espaces de la vie quotidienne. Maintenir ou rétablir l'harmonie sociale, éduquer, séduire, stimuler, autant de fonctions qui permettront à l'humanité de s'épanouir. Parallèlement, il est probable que l'homme ait cherché à développer des techniques vocales, des outils sonores, voire même des langages et des stratégies lui permettant de communiquer à distance. Enfin, voilà 50 000 ans, se dessinent les contours d'une communication avec le monde de l'invisible, au service du développement de la conscience religieuse. Communiquer ici, dans les lieux de vie et de travail, là-bas, jusqu'aux confins des terres explorées, et au-delà, ou plus exactement, avec l'au-delà, devient dès lors l'un des défis majeurs de l'humanité. En Afrique et en Asie, subsistent aujourd'hui encore, dans des sociétés au mode de vie traditionnel, des outils et des techniques de communication aux origines lointaines. C'est à ce voyage hors du temps que nous vous invitons maintenant. Nous allons tout d'abord partir à la rencontre de quelques ethnies du Burkina Faso où survit un patrimoine culturel très ancien. Nous y découvrirons, à travers les activités quotidiennes et les rituels des villageois, des outils sonores, des techniques et des stratégies de communication. La stimulation de l'effort physique met en œuvre des composantes sonores énergisantes produites par les acteurs eux-mêmes ou par des intervenants extérieurs. Mais celles-ci ont parfois une toute autre portée. Ainsi, dans l'espace de la meule, ouvert sur l'extérieur, la femme Lobi exprime librement ses sentiments à travers des chansons de répertoire ou des chants exutoires improvisés dénonçant les calomnies de son mari, de sa famille ou du voisinage. Si chacun sait puiser l'énergie grâce à des techniques autostimulantes, les villageois africains portent leur préférence vers une toute autre dynamique. Les femmes gants conjuguent leurs efforts pour extraire des noix de karité, une matière grasse, utilisée comme ingrédient culinaire et comme cosmétique. Pour rythmer le pilonnage et se stimuler, l'une d'entre elles, que l'âge ou l'état de santé incline au ménagement, frappe le tambour d'eau en calebasse. Cette percussion au son grave est la seule que la jante féminine soit admise à jouer, les hommes se réservant l'exclusivité des tambours à membrane. La pratique du chant collectif est démocratique. Chaque femme pouvant tour à tour proposer une pièce de répertoire et
illustré par le chœur à l'aide d'une formule convenue ou selon l'inspiration du moment. Le chant possède ici une double fonction, stimuler et véhiculer un savoir. Si la communication sonore a une portée principalement sociale, elle a parfois d'autres visées. Les conducteurs de troupeaux ont développé des langages personnalisés pour communiquer avec le bétail. Appeler, diriger, arrêter sont des manœuvres que les vachers les plus expérimentés commandent presque exclusivement par des mots, des onomatopées, des cris ou des sifflements. Tandis que paie le troupeau, les gardiens mettent parfois à profit les instants de répit pour s'adonner à une pratique instrumentale. Par-delà la simple distraction que représente pour lui ce loisir, ce jeune garçon a conscience des vertus apaisantes de la musique sur ses animaux. Parfois même, il leur adresse des louanges qu'il transpose sur son luth. En brousse comme au village, la musique enfantine, dont l'objectif premier est de meubler les moments d'oisiveté, n'est jamais totalement dénuée de sens de communication. Le jeu constitue un facteur de socialisation de première importance. Il peut être proprement ludique, éducatif ou lié au rituel de séduction. Certains jeux font appel à des instruments sonores, des chants ou des frappements corporels, situés au cœur même du divertissement, comme cet arc à résonateur, ou bien utilisés comme accompagnement. Le jeu concerne toutes les couches de la population, hommes et femmes, sans discernement. Ce jeu féminin est plébiscité pour les sensations physiques qu'il procure, pour son caractère convivial, et peut-être aussi pour la confiance ainsi mise à l'épreuve. Un rôle qui se prolonge par le caractère éducatif des chants évoquant le mariage, la morale ou l'allégeance du peuple gan à son roi.
Certaines musiques dites de divertissement se situent au carrefour de la forme concertante, du jeu, de la fête, voire à la croisée des relations amoureuses. Attention. Badira berndema way Badira berndema macha ela chanyire Badira berndema macha ela chanyire Badira berndema macha ela chanyire L'arc-à-bouche, un instrument à la sonorité fluette, contribue à entretenir une certaine intimité avec l'entourage, qui doit se rapprocher du centre de l'émission sonore pour percevoir le propos dissimulé derrière les mots que le musicien se contente de vocaliser. Certaines formes sonores de communication, au caractère intime, ont des objectifs bien précis. Pour apaiser les enfants et faciliter leur endormissement, les femmes puisent dans le vaste répertoire des berceuses aux origines séculaires. Si l'on communique de préférence de manière douce avec les enfants, il arrive aussi que l'on use de procédés plus dissuasifs. Les gants en possèdent un tout à fait original, qui consiste à imiter le rugissement du lion à l'aide d'une calebasse extirpée pour l'heure de la cuisine, d'une cuillère servant ordinairement à mélanger la bouillie de mil, et d'un peu de cendre de bois afin de faciliter la friction. Et comme si cela ne suffisait pas, on signifie parfois à l'enfant que s'il n'arrête pas de pleurer, le fauve viendra le manger. À chaque tranche d'âge, sa pédagogie. Avant que l'école ne se substitue à toute autre forme d'éducation, proverbes et devinettes avaient pour rôle d'aiguiser le discernement et de développer la mémoire. Les contes visaient à enseigner les bonnes mœurs et à mettre en garde contre les travers de l'homme. Quant aux énigmes, elles offraient à chacun l'occasion de s'exprimer selon un argumentaire propre autour d'un problème posé de manière originale et ludique. La chante-fable possède les mêmes caractéristiques que le conte, mais alterne, pour le bonheur de l'assistance, la narration et le chant. En brousse, là où les sociétés traditionnelles sont encore largement dépourvues de moyens modernes de communication, le chant demeure un moyen d'information privilégié. De rares musiciens de tradition orale savent composer des musiques et créer des chansons pour éveiller les consciences. Hakuna Farma, un musicien de l'ethnie Gan, a dédié sa vie à la création et à l'interprétation de thèmes mettant en garde la jeunesse contre les méfaits du sida ou contre le mirage de cet argent facile que tant ont espéré gagner en s'expatriant. Un répertoire aussitôt repris par les femmes au cours de leurs travaux ou de leurs jeux, le plus souvent des mères, espérant détourner leur enfant des chemins de perdition.
Si de nombreux villageois ont une certaine aptitude à chanter ou à jouer d'un instrument de musique, la collectivité ne leur reconnaît pas pour autant le statut de musicien. La pratique des instruments musicaux et l'apprentissage des répertoires s'effectuent majoritairement par imprégnation lors des rituels et des fêtes. Toutefois, les instruments complexes s'étudient auprès de musiciens confirmés au cours de séances dédiées. Seuls ceux qui ont atteint un certain niveau et fait preuve d'une pratique avérée sont reconnus comme musiciens. Des instruments d'étude, comme ce balafon sur fosse, sont disponibles au milieu du village, tant pour la pratique régulière des musiciens en herbe que pour attiser l'appétence des plus jeunes. La reconnaissance à un individu du statut de musicien entraîne généralement la rémunération de ses prestations, soit avec de l'argent, soit en nature. La séduction des riches, des puissants, ou tout simplement des hommes valeureux, procure à ceux qui s'y adonnent des sources de revenus qui peuvent être considérables, si le louanger est généreux et le louangeur talentueux. C'est le rôle des griots dans les sociétés mandingues. Dans les confréries de chasseurs, les chantres, qui ne sont pas nécessairement des griots, glorifient les hommes pour leur haut fait de chasse, en s'accompagnant d'une harpe luth et d'un racleur. Si la prestation a été brillante, louangeurs et louangers en sortiront grandis. Et si certains affectionnent à étendre leur réputation, d'autres recherchent plus modestement à augmenter la portée de leur voix par l'utilisation d'outils sonores adaptés. Au cours des chasses, le sifflet de bois, tenu pour magique, sert au chasseur à communiquer avec ses semblables, à annoncer la mort d'un animal, l'accomplissement d'un rituel, à se diriger ou à demander de l'aide. Lorsqu'il s'agit de regrouper les retardataires qui peuvent se trouver à plusieurs kilomètres de là,
on n'hésite pas à faire parler la poudre. Il y a quelques décennies encore, pour la plupart des peuples vivant dans le sud-ouest du Burkina Faso, un meurtre devait faire l'objet d'une vengeance organisée par la famille et les alliés de clan de la victime. On mobilisait alors les guerriers à l'aide de trompes en cornes d'antilope et de sifflets de bois sur lesquels on transposait des messages d'encouragement. Lorsque la vengeance avait été accomplie avec succès, on informait les villageois avec les mêmes instruments et à grand renfort de cris. Mais ces manifestations de joie morbide ne sauraient masquer d'autres cris, ceux de la douleur que l'humanité a appris depuis des millénaires à faire monter vers l'au-delà. Si l'homme admet l'arrachement physique de l'être à la terre nourricière, il croit le plus souvent à une continuité de la vie de l'âme. C'est pourquoi les rituels funéraires s'attachent d'une part à rendre hommage à celui ou celle qui a servi la société et la famille, et d'autre part à négocier la paix avec l'âme survivante qui pourrait revenir semer la maladie ou la mort. On utilise parfois aussi cette âme comme médiateur auprès des ancêtres, pour se négocier de son temps vivant une place de choix au pays des ancêtres. Lors des funérailles, il est de coutume de chanter les louanges du défunt, mais il arrive parfois que soient aussi rappelées ses mauvaises actions. Une manière de maintenir l'équilibre social dans le monde des vivants, chacun redoutant de voir sa réputation salie avant le grand départ vers le pays des ancêtres. Au cours de ces funérailles,
les véritables maîtres de la communication sont le balafon et le tambour, deux instruments sacrés dotés de la parole, qui communiquent à la fois avec le monde des vivants et celui des morts. 24 heures durant, ils égrènent un savoir transmis par la tradition, animent et rythment la danse, véritable exutoire de la douleur. Ni le hasard ni les microbes n'ont le droit de citer dans les sociétés animistes. C'est pourquoi il faut déterminer la cause de la mort, qui ne peut être que le résultat d'une entrave à la loi des hommes ou des esprits. Avant de mettre fin aux cérémonies funèbres, diverses personnalités du village et de la famille viennent tour à tour faire ce qu'il est convenu d'appeler l'interrogatoire du cadavre. Les réponses aux questions sont signifiées par les mouvements latéraux et les déplacements du brancard, contenant des effets ayant appartenu au trépassé. En conclusion de l'interrogatoire, le défunt demande que lui soit joué un dernier air de balafon et exécuter une danse avec l'arc afin de rappeler à tous qu'il était un homme vaillant. Dans les sociétés pratiquant la religion des esprits, les techniques de communication avec le monde de l'invisible y sont plus développées que partout ailleurs. Pour déterminer la cause d'une maladie ou d'un problème, on fait appel aux devins. En Afrique occidentale, la clochette de fer est l'instrument le plus fréquemment utilisé pour éveiller les entités spirituelles. Une fois la connexion établie entre ici-bas et au-delà, ce sont les esprits eux-mêmes qui animent le devin.
il pousse au bout. Dis-moi, non, tourne à moi. Dis-moi, non, dis-moi, Camille. Et puis, dis. Et dis, dis-moi, pas, dis-moi. Avez-vous quand même? C'est pas grave. Vous devez me conter, on va le faire. Hey, I'm going to know. I'm for the banana for nothing. Don't take a damn for it. Let me see, Bully. Better get a minute. Now, what I want to hear. It's a bonnet, my child. It's a bonnet, my child. Mohammed, I am my ray. C'est Bouteyam. Mais parfois le rôle de la clochette ne se cantonne pas à éveiller les esprits. Après avoir interpellé ces entités spirituelles à l'aide d'une clochette, ce guérisseur traditionnel l'utilise pour canaliser les forces bénéfiques des esprits sur le malade et déterminer l'emplacement des objets cachés dans son corps, matérialisation de sorts qui lui ont été jetés. Ce n'est qu'après l'extraction de ces objets que le malade recouvrera la santé. D'autres outils de communication, jouant un double rôle, sont utilisés dans la relation qui unit le devin à ces entités spirituelles. Les gants se servent de hochets en calebasse pour éveiller et consulter les génies. Le secouement répétitif de l'instrument auquel viennent s'ajouter les chants, inspirés par l'au-delà, conduisent rapidement le devin dans un état de transe de possession. Les génies se manifestent alors de manière sonore, à travers la voix de leurs serviteurs, qui révéleront peut-être la cause de cet incendie qui vient de frapper un villageois. Nous allons maintenant poursuivre notre voyage en Asie du Sud-Est et en Chine, à la découverte d'autres modes de communication. Les fêtes familiales sont des moments conviviaux au cours desquels la musique est source de fusion des émotions et de rapprochement des êtres. Chacun peut tour à tour devenir musicien ou chanteur pour animer les réjouissances, à moins que l'on préfère inviter, comme ici, des musiciens attitrés.
fêtes calendaires sont, pour les autorités, l'occasion d'organiser de grands rassemblements où chacun peut à la fois présenter son savoir-faire artistique et apprécier d'autres modes d'expression. Une manière d'inviter les différentes ethnies qui se côtoient au quotidien à se mieux connaître et à vivre paisiblement ensemble. Les instruments à cordes ont une portée sonore restreinte. Ils s'opposent en cela aux instruments à vent et à percussion, plus propices à la communication distante. Cette procession, qui se rend au temple dédié à l'un des héros légendaires du Vietnam, informe les villageois du commencement des festivités à grand renfort de conques, de tambours et de gongs, instruments au caractère martial rappelant la nature belliciste du héros. Et peut-être aussi les outils sonores utilisés pour galvaniser les guerriers, voilà près de 3000 ans. Ces instruments sont aptes à communiquer à distance, mais le message qu'ils véhiculent ne comporte aucun contenu sémantique. Seuls peuvent être mis en concordance le lieu et la date de l'événement à caractère périodique. Le nec plus ultra d'une communication distante est de pouvoir exposer le propos, que ce soit de manière claire ou codée. Dans le cas d'un jeu mélodique, l'air interprété représente le plus souvent le déterminant. Quant aux émetteurs et récepteurs du message, ils se reconnaissent par habitude ou à travers une convention préalablement établie. C'est avec un xylophone que cette femme appelle son mari, lequel n'a aucune difficulté à déterminer la provenance du message, à reconnaître la mélodie et à en déduire la raison de son appel. Si les hommes ont appris à communiquer de manière sonore avec les animaux domestiques, ils ont également su leur offrir la réciproque. Les vachers munissent leurs buffles de cloches de bois ou de bambou afin de les localiser et de les identifier à distance. Pour un néophyte, les cloches semblent sonner à l'identique. Mais chaque gardien s'est associé une cloche à un animal. Si le critère déterminant peut sembler être la hauteur de la note, d'autres éléments plus subtils comme le timbre, le nombre de battants et la manière dont il teinte permettent à une oreille exercée de reconnaître assurément l'animal. Les milieux montagneux sont propices à la transmission des signaux sonores sur de longues distances. Les mondes qui vivent en altitude se servent de feuilles fraîches pour communiquer entre des points éloignés. Les hautes fréquences de ces sifflements, érigés en un véritable langage, se frayent aisément un chemin à travers les immenses masses d'air. Si le terrain le permet, les mots d'amour, qui ont la primeur d'être ainsi transposés, seront aisément décodés à plusieurs kilomètres. Un paradoxe pour des messages intimes
d'être ainsi véhiculés vers tant d'oreilles qui ne manquent pas, à l'occasion, de les décrypter. Au Laos, dans les pagodes bouddhiques, les moyens de communication distantes sont adaptés à chaque besoin. Un puissant tambour et des cymbales invitent les croyants vivant à l'extérieur du temple. Une modeste cloche de bronze convie les moines de l'intérieur. Le nombre de frappes ou leur rythme permettent de qualifier l'événement. Prières et louanges sont le dénominateur commun de toutes les religions. Par ce moyen, les croyants cherchent à s'attirer les grâces des entités spirituelles et à les remercier pour l'exaucement de leurs requêtes. Par-delà le seul contenu sémantique, les grandes religions ont indéniablement recherché à édifier une communication esthétique qui vise à charmer les divinités. Dans les pagodes bouddhiques, les tambours de bois sont destinés à rythmer la scansion des prières, les cloches de bronze à saluer les entités spirituelles et à éveiller leur attention lors d'offrandes ou de prières. Ces outils sonores ne représentent toutefois qu'une infime partie des moyens mis en œuvre pour communiquer avec les divinités.
Pour certains, il est important de déployer les grands moyens pour communiquer avec l'au-delà. D'autres, en revanche, semblent attacher plus d'importance à la ferveur qu'aux moyens mis en œuvre. La guimbarde, un instrument aux dimensions pour le moins modestes, est bien connue en tant qu'instrument de cour d'amour. Mais elle l'est en revanche beaucoup moins comme outil de communication avec les entités spirituelles. Lorsque l'on pose le faîte du toit d'une nouvelle maison, chez certains peuples vivant dans les régions frontalières du Laos, du Cambodge et du Vietnam, on invite ainsi les génies à protéger la maison. Les mots de cette prière ne sont pas verbalisés, mais seulement vocalisés, conférant ainsi une certaine intimité relationnelle. Lorsque les hommes sollicitent les entités spirituelles, celles-ci attendent en retour reconnaissance et rétribution pour leur service. Le savoir et le pouvoir des esprits, mis à la disposition des hommes, peuvent être récompensés avant, pendant ou après une requête. Si les entités spirituelles aiment les biens matériels, tels le sang, les nourritures ou les fleurs, elles apprécient également les offrandes sonores et les danses. L'une des formes de communication les plus savantes que l'on puisse rencontrer à travers le monde est peut-être celle que les Hmong établissent avec leurs morts. Ils racontent sur un orgue à bouche des textes rituels sur la base d'un système polyphonique complexe calqué sur les tonalités du langage courant. Ils décrivent aux âmes le chemin à suivre pour se rendre au pays des ancêtres. Mais comme ils croient que des esprits maléfiques pourraient trouver en retour le chemin de leur village, ils prennent soin de dissimuler les traces grâce à de savants pas de danse. Ainsi, depuis des millénaires, les peuples se sont dotés de moyens leur permettant de communiquer de plus en plus loin, de plus en plus vite, dans 3 dimensions. Ici, là-bas et au-delà. Toutefois, malgré la multiplicité et l'originalité de tous ces savoir-faire techniques, le chemin semble encore long, qui conduira l'humanité à communiquer dans une 4e dimension,
une dimension essentielle à sa survie, la communication au-delà des égoïsmes individuels et collectifs.